Le 9e congrès de la CGTG a débuté aujourd'hui aux Abîmes. Le syndicat, sous le choc des réformes entreprises par le gouvernement, promet une riposte conséquente. Demain, il renouvellera sa commission exécutive pour mettre ses troupes en ordre de bataille. Et pour la première fois depuis 2006, le prix de la tonne de canne a été revalorisé. C'est la conséquence d'une mobilisation du monde agricole. Certains agriculteurs qui menaçaient de cesser toute activité reprennent espoir. L'éducation nationale a fait relâche aujourd'hui pour les vacances de carnaval, comme vous le savez, non sans avoir proposé quelques beaux défilés d'enfants, à l'instar de l'école de Grand-Bois à Gosier, où strass, paillettes, musique et joie étaient au rendez-vous sous l'œil passionné de Karen Diama. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le verdict est tombé en début d'après-midi. Cédric Cornet a été relaxé dans l'affaire d'atteinte sexuelle sur une mineure de 13 ans. Les juges du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves prouvant sa culpabilité dans cette affaire. Il a donc été acquitté au bénéfice du doute. Et la Fédération CGTG de la Santé et de l'Action sociale s'est réunie en congrès aujourd'hui, son 9e congrès. Le syndicat entend combattre la violence des réformes. Compte rendu de cette première journée avec Yvan Lemar. Cette première journée du 9e congrès de la FSAS-CGTG était consacrée au bilan des 4 ans de mandature de l'équipe sortante. C'est un bilan relativement positif, quelque part, et d'autre part, un petit peu mitigé en même temps. Pourquoi? Relativement positif parce que nos combats ont souvent payé, et de notre côté, quelque part, un peu mitigé parce que nous aurions pu faire mieux. Nous n'avons pas pu faire mieux parce que nous avons dû faire face à de nouveaux textes de loi qui ont modifié et qui ont créé des contraintes nouvelles et qui nous ont surpris quelque part. Maintenant, en conclusion, nous en tenons compte et nous essayons d'adapter et d'actualiser nos pratiques tout en revenant aux fondamentaux. Face à la violence des réformes, la FSAS-CGTG contre-attaque est le thème choisi pour ce 9e congrès pour réaffirmer la volonté de résistance du syndicat. On s'est rendu compte que, de fil en aiguille, qu'on nous emmenait en bateau, quelque part, de façon légale, sous prétexte de faire de la transparence au niveau des organisations syndicales. On oblige les organisations syndicales à avoir un fonctionnement quasiment d'entreprise. Si nous ne prenons pas garde, nous perdons notre substance, nous perdons ce qui a fait toutes nos grandes victoires. Sur le plan idéologique, nous perdons notre identité et notre personnalité syndicale. En attendant le vote d'un document d'orientation pour les 3 ans à venir, plusieurs objectifs ont été fixés. C'est revenir à nos fondamentaux en tant qu'organisation syndicale. Déjà, nous sommes déjà réaffiliés à la FSM, la Fédération syndicale mondiale. C'est notre filiation idéologique. Nous l'avons repris en main. Ensuite, reprendre nos formations sur le terrain de nos cadres syndicaux dans l'esprit de la CGTG. Et ensuite déterminer ces orientations de façon que nos cadres syndicaux puissent répondre efficacement aux demandes des mandants sur le terrain. Ce 9e congrès se terminera demain avec des travaux statutaires et l'élection d'une nouvelle direction fédérale. Philippe Peller, secrétaire général sortant, devrait se présenter pour un nouveau mandat. Et l'autre titre de ce jeudi, c'est la revalorisation du prix de la tonne de canne. Hier après-midi, les planteurs ont obtenu une augmentation de 4,52 €, un chiffre qui n'avait pas bougé depuis 2006. Certains planteurs qui avaient décidé de cesser toute activité ont retrouvé espoir, comme ont pu constater Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. 4,52 €, c'est notre chiffre du jour. Après plusieurs heures de négociations, les planteurs de canne et les industriels ont enfin trouvé un terrain d'entente. Jeudi jour-là, nous avons une belle nouvelle. Le syndicat a gagné un combat. Nous avons gagné 4,52 € en tonne de canne. Moi, j'ai dit qu'il y a un carré de plan de canne. J'ai dit complètement carré de canne. J'ai allé là 100 tonnes de canne. Et on a gagné 452 €, un truc comme ça. Et là, on a une petite force de continuer à planter le canne. Ça va effacer parce qu'on y a plus de au moins 30 ans qu'on a ce même prix là, on a gagné le combat là.
C'était très difficile, mais on gagnait quand même. Cette revalorisation tarifaire est aussi une bonne nouvelle pour André, qui envisage désormais de relancer cette activité abandonnée sur ses terres. Parce que les prix de la canne n'étaient pas intéressants, voilà. Et puis vu les conditions qui étaient mises pendant les cumas, il faut toujours courir des doigts pour couper canne barre, ben voilà, c'est un peu dégoûtant. Bon, on a 5 avoir notre travail qui fait, et vu que le prix a augmenté, bon, qui répartit comme l'année à ça. Un comité de liaison a eu lieu cet après-midi afin de finaliser les derniers détails pour le début de cette campagne sucrière 2018. Et pour aller plus loin sur le sujet, la présidente de la Fédération des agriculteurs est avec nous ce soir, Maxette Grisoni. Pierre Bacaz, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a vu cette nouvelle suscite beaucoup d'espoir chez les planteurs de canne. Est-ce que cela signifie que la nouvelle saison, la nouvelle campagne sucrière débutera sans embûches? La nouvelle récolte ne va pas débuter sans embûche, si je veux dire, parce qu'on a eu une comité liaison cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'on a des planteurs aujourd'hui qui n'ont pas encore touché leur prime de replantation depuis 2014, 2015, 2016, 2017. Et aujourd'hui, on avait rencontré le représentant de l'État la semaine dernière, la FDSEA, en délégation, qui nous a dit qu'ils sont en train de traiter les dossiers de 2014. Il y a eu des dossiers qui ont été traités, plus de 423 dossiers qui ont été traités. Et il y a des dossiers qui doivent être traités en individuel. Et aujourd'hui, le planteur n'a plus d'argent pour pouvoir redémarrer. Aucune date n'a été arrêtée pour le démarrage de la campagne? C'est-à-dire, on était en comité liaison. On avait dit peut-être qu'on va démarrer peut-être le 5, le 6 mars. La récolte est obligée de démarrer puisqu'on a déjà signé aujourd'hui, hier, avec l'interprofession 4,52 €. Depuis 2006, le prix de la canne n'a pas augmenté 4,52 €. Mais on a d'autres points avec l'État sous la convention du volet B qui n'a pas encore été finalisée. Donc maintenant, le bras de fer se fait directement avec le gouvernement. Voilà, le bras de fer avec le gouvernement parce qu'il faut savoir qu'on a une enveloppe AGP de 20 160 000 €. AGP, c'est-à-dire enveloppe, c'est-à-dire l'aide à la garantie de prix de la canne par État. Là, on était en train de traiter avec le prix par industriel, hier en interprofession. Ça veut dire deux familles, famille des planteurs dont nous, et famille des industriels qui est Gardel et la Sicama. Il y a deux usines, à Gardel et à Marie-Galante. Ça veut dire, tout comprenant Marie-Galante et la Guadeloupe, on a obtenu 4,52 € d'augmentation. Depuis 2006, ça n'a pas été fait. Pour moi, c'est une victoire aujourd'hui pour nous les planteurs parce que ça n'a pas été facile. Depuis le mois de novembre, on est en volet B avec eux par rapport à cette négociation pour ce prix de tonne de canne, ce qui n'a vraiment pas été facile. Les compensations de l'État accordées justement aux usines ont facilité ces négociations. C'est 38 millions d'euros pour compenser la fin des quotas sucriers. Écoutez, ça a été difficile, mais on a trouvé un consensus. Il fallait qu'on trouve un consensus entre nous, les planteurs, les représentants des syndicats, et les industriels aussi, il fallait trouver un consensus. Et l'État était avec nous après 2 ou 3 réunions de travail pour pouvoir chaque fois nous guider, pour pouvoir trouver cet accord, bien sûr, avec l'interprofession, ça veut dire les industriels. Aujourd'hui, notre seul problème, hier, on avait une réunion avec l'État concernant, comme je vous explique, la part AGP garantie de prix par État. Et aujourd'hui, là où on a le hic, il faut savoir, je sais que vous savez, on a eu l'année dernière des cannes qui sont restées debout. Vous le savez, c'est un bras de fer pour que l'État nous paie ces cannes qui étaient debout dans l'enveloppe AGP, chose qui a été très difficile. On avait plus de 63 000 tonnes de cannes qui étaient debout. L'année dernière, on a eu 25 000 tonnes de cannes. Aujourd'hui, la convention de ces 20 160 000 € et sur 610 000 tonnes de canne. Ça veut dire comprenant Guadeloupe et Marie-Galante. Il faut savoir que maintenant, si on fait plus de cannes, l'année dernière, on n'a pas été payé à 100%, la garantie de prix, on a été payé à 97,5%. Aujourd'hui, cette convention va être là pour 5 ans. On ne veut pas se faire avoir encore aujourd'hui. Nous, les planteurs, parce qu'en cas trouvé que nous avons misé assez, c'est pour ça que nous, dans cette convention, on va être très vigilants. L'interprofession, bien sûr, l'Iguacan aussi, nous, les représentants des planteurs, qu'on ait une zone tampon, demander à l'État par rapport à ces 20 600 000 €, de rajouter, de prendre un arrangement avec eux, que si on dépasse les 610 000 tonnes de canne, que les planteurs soient payés à 100%.
leur garantie de prix. C'est parce qu'on a eu des mauvaises périodes, mais je peux vous dire, en 2006, on a fait plus 1 million de tonnes de canne. Ça veut dire on peut monter, si on monte à 800 000 tonnes de canne, on monte à 850 000 tonnes de canne. Comment on va payer les planteurs qui dépassent les 610 000 tonnes de canne? C'est pour ça que cette convention au niveau par État, on va suivre ça de près. Il n'y a pas que le secteur de la canne qui se porte mal. Tout le monde de l'agriculture, vous l'affirmez. Vous l'avez dit, hein, les agriculteurs guadeloupéens ne sont pas prêts de vivre dignement de leur activité. On a du mal à comprendre au niveau du consommateur parce que les prix des fruits et des légumes ne cessent d'augmenter. Ils ont augmenté considérablement. Donc expliquez-nous comment on explique que les fruits et les légumes sont beaucoup plus chers et que les agriculteurs n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Ben écoutez, c'est une vraie problématique. On a eu la sécheresse 2015, on a eu Mathieu l'année dernière et on a eu Maria. Ça veut dire qu'on n'a plus de fonds, nous l'agriculteur, pour démarrer notre agriculture. On vit au jour le jour, on n'a plus de fonds de roulement et on a eu plein de forces majeures, plein de catastrophes naturelles entre sécheresse, entre cyclones. Et il faut savoir qu'on est concurrencé par les autres pays qui sont moins chers. Aussi, on va parler quand même de prix, on n'est pas compétitif. Quand on paie la main-d'œuvre, quand on paie l'intrant, ça nous coûte plus cher. On est obligé d'avoir une base pour pouvoir que les consommateurs achètent. Mais les consommateurs n'ont pas l'argent pour payer ce prix panier qui coûte cher. Ce qui fait que l'agriculteur aujourd'hui, la main-d'œuvre est chère, il ne peut plus payer aujourd'hui les ouvriers, ils n'arrivent même plus à payer leurs charges sociales, ils n'arrivent même plus à payer les impôts. Ça veut dire qu'on est vraiment en difficulté, mais je ne parle pas que de la diversification. Je parle de toutes les filières confondues. Ça veut dire, aujourd'hui, je sais qu'on a fait les assises d'outre-mer, c'est pour pouvoir régler tous les problèmes au niveau des filières. Et je parle, moi, je suis dans l'agriculture, on essaie aujourd'hui de trouver des solutions. C'est pour ça aussi on était en train de parler, nous, la FDSEA, de parler aujourd'hui sur l'agrotransformation. Ça veut dire ne plus travailler sur les produits bruts, travailler sur les dérivés, sur les produits bruts. Ça veut dire, je peux parler de farine, au niveau, je ne sais pas, je peux prendre un exemple sur le fruit à pain. Est-ce que vous avez le sentiment que la région, par le biais des aides européennes, comme c'est le cas avec le FEADER, vous aide dans ce sens? Tout à fait, on est dans ce sens-là et la région est là et comme je dis, hein, le président Chalus, que je lui donne un grand coup de chapeau aussi pour nous avoir aidés, que ce soit la filière banane-canne ou la filière de la diversification et de l'élevage. 5 millions d'euros d'aide d'urgence. Bon, 1 million pour la banane. Tout à fait, tout à fait. Et je dis un grand coup de chapeau parce qu'il faut savoir, on a déposé nos dossiers le 19 décembre. Ça a été difficile qu'on ait eu ce calamité agricole, un bras de fer encore, toujours. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne va pas toucher cet argent tout de suite, ce fonds de secours. Ça veut dire dans 1 an et demi qu'on va le toucher. Pourquoi vous m'expliquez ce problème aujourd'hui? Pourquoi nous souffrons? Parce qu'on n'a plus de fonds. Maxel Grésoni-Perbacas, hormis les calamités agricoles, on a le sentiment que l'agriculture guadeloupéenne vit sous perfusion. Est-ce qu'elle n'a pas vocation à être rentable et à se passer justement de ces subventions? On ne pourra pas se passer des subventions maintenant. Déjà, on a 8000 km de l'Hexagone, on est des insulaires, on est déjà plus cher, l'intrant est plus cher. Tout ce qui est matière première est plus cher. Et si on n'a pas ces aides européennes, on ne pourra pas dire... Il faut savoir qu'on fait beaucoup de social en Guadeloupe, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de plusieurs filières. Ça veut dire, si aujourd'hui on n'a pas ces aides, ça va avoir beaucoup de gens qui vont être au chômage, ou beaucoup de gens qui vont faire, ceux qui vont arrêter de la canne, vont faire la diversification, mais le marché va être bondé au niveau de diversification, on ne va plus pouvoir vendre. Ça veut dire qu'il faut tenir toutes les filières. Ça veut dire la canne pour Marie-Galante et la Guadeloupe. Et je tiens un gros coup de main aujourd'hui à Marie-Galante, les planteurs de Marie-Galante. Je leur dis de ne pas lâcher parce que quelquefois, ils sont dos à roi avec des petites parcelles qu'ils ont pour pouvoir planter la canne. Et je dis qu'aujourd'hui, qu'ils vont être contents d'avoir cette augmentation de 4,52 € la tonne pour pouvoir que Marie-Galante... démarre cette agriculture au niveau de la canne, parce que c'est que de ça qu'ils vivent les Marie-Galantais.
Merci Maxette Grisoni, Pierre Bacas d'avoir accepté en tout cas de répondre à nos questions ce soir. Depuis le mois de janvier, vous savez, le gouvernement a mis en place un nouveau programme pour les personnes à la recherche d'un emploi, un accès facilité à la formation. Ainsi, les emplois aidés ont laissé la place au parcours emploi compétences. Qu'en est-il exactement? Le détail avec Pierre Tréfoud d'ATV Guyane. On regarde ensemble. Face à l'échec des dispositifs des contrats aidés et des contrats uniques d'insertion, le gouvernement a créé le parcours emploi compétences. Les précédents dispositifs souffraient d'un niveau d'insertion insuffisant. On passe d'un système où les contrats aidés étaient donnés et pour lequel nous ne regardions pas trop ce qui se passe, avec comme conséquence directe la chose suivante, c'est que si on faisait l'étude au plan national, nous étions à un taux d'insertion après le contrat aidé dans le secteur public qui était de l'ordre de 25% maximum. Et que ce que nous souhaitons, c'est de passer de 25% de non-insertion à 75% d'insertion. Voilà, c'est ça le but. Donc, si les employeurs se mobilisent, s'investissent dans le processus d'accompagnement du jeune, et si ils s'investissent dans la formation, et que ce niveau de formation est un niveau de formation intéressant pour le jeune, qui lui permet d'avoir à la sortie un emploi, on peut aller jusqu'à 60%. Ce parcours se caractérise par la mise en place pour chaque personne d'un accompagnement renforcé et d'une formation au cours du contrat, susceptible d'amener le salarié vers une formation professionnelle plus poussée, soit vers un emploi pérenne. Si vous êtes éloigné de l'emploi, si vous avez des compétences qui vous manquent et que vous les développez, que vous vous formez pendant le contrat, eh bien à l'issue, vous avez plus de chances de retourner sur de l'emploi durable. Et ce sera tout le travail aussi de fin d'accompagnement du contrat, où on devra accompagner à la sortie de ce contrat. Si on repère qu'en début de contrat ou à mi-parcours, il y a un souci, le parcours n'est pas mis en œuvre par exemple, ou bien la formation qui était prévue n'est pas mise en œuvre, eh bien on pourra réagir, on pourra réajuster, contacter l'entreprise, contacter le salarié pour voir où est le problème. Ce sont 2178 contrats qui sont prévus pour l'année 2018. Depuis le 1er février, les demandeurs d'emploi peuvent en bénéficier. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Ambré, vieux ou blanc, la vraie recette du punch traditionnel. Et puis de la joie et de la bonne humeur avec les écoliers de Grand Bois à Gosier qui défilaient aujourd'hui. La neige et les températures glaciales ont conduit 22 départements en France hexagonale à activer leur plan grand froid. Les secours ont multiplié les opérations pour venir en aide aux sans-abri. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont échappé de peu à ce climat polaire. Reportage Karen Diama. Je dirais même plus, nous sommes ravis parce que nous avons failli ne pas partir à Orly. Il y avait beaucoup de problèmes de neige et tout ça et c'est presque un miracle que nous sommes partis. Donc inutile de vous dire que nous sommes ravis d'être ici. Du Parka au Bermuda, ça fait quand même une différence énorme. Et ben voilà. Oui, c'est extraordinaire. C'est génial parce qu'on est parti. Paris était tout blanc sous la neige. Il n'y avait pas de transport en commun. Donc on a pris un taxi, mais on a eu de la chance. Donc on a beaucoup de chance d'être là. Ça s'est très bien passé. Le voyage aussi était très parfait. Est-ce que la neige a causé des petits soucis au niveau de l'aéroport ? Un petit peu, c'est normal parce que c'est enneigé, les travaux, le fait de nous embarquer par les bus, ça met beaucoup plus de temps que prévu. Oui, parce que chez nous, là, on avait 20 cm de neige en une nuit, donc on est bien content de venir en Guadeloupe. Voilà. Est-ce que vous avez des petits soucis à l'aéroport, etc., par rapport à la neige ? Un petit peu, oui. Oui, il y a eu effectivement un dégivrage de l'appareil avant le décollage, mais bon, ça c'est les aléas, je pense. On n'a pas trop l'habitude de prendre l'avion, mais bon, à part ça, ça valait le coup effectivement de venir ici. On voit ça à la télé, on est très heureux d'être ici avec le soleil quand il est là. Mais bon, il fait bon, on se baigne, c'est la belle vie, on va pas se plaindre. Est-ce que tu as une petite pensée pour... Oui, parce que chez nous on a reçu des photos, il y avait de la neige aussi, on est dans les Landes et il y avait même de la neige, c'est très rare. Donc ils doivent déguster. Et de nombreuses écoles ont fêté le carnaval aujourd'hui avant de faire relâche ce soir pour les vacances. Karen Diama a chaussé ses baskets pour suivre les plus petits de l'école de Grand Bois à Gosier. Ambiance assurée.
À l'école de Grandbois, tout a été pensé pour ce dernier jour d'école. Au rythme du groupe Tikano, les élèves ont fièrement exhibé leurs costumes. Le chapeau, il est représenté grâce à l'école parce qu'ils l'ont repeint avec plusieurs couleurs et on a essayé de représenter ça dans un costume avec plusieurs couleurs. En aquarelle de toutes les couleurs, multicolores. Alors, qui t'a aidé à faire ton costume? Ma cousine et ma tante. D'accord. Après cet intermède musical, chaque élève a pu déguster de bons beignets faits maison. Tout à fait, on a essayé de préserver les traditions à l'école, la tradition du défilé, mais aussi la tradition du beignet, que les enfants voient un peu c'est quoi le beignet antillais, tout simplement. Des habitudes qui séduisent chaque année un peu plus les parents d'élèves. Oui, tranquille, comme d'habitude. L'école de Grandbois organise toujours quelque chose pour les enfants et puis bon, ça se passe toujours bien. Voilà, il y a le petit goûter et tout. La veille des vacances, c'est bien. Les vacances de carnaval débutent ce soir et s'achèveront le 22 février prochain. Et on reste dans cette ambiance festive. Quoi de mieux que de déguster de délicieux beignets ou encore des akras pour accompagner votre soirée. Reportage Linda Kayarsi. C'est la pâte à choux de chez vous. Mais simplement, j'ajoute les ingrédients Guadeloupe pour y mettre un peu. Et tandis que vous, la pâte à choux, c'est toujours au four. Et moi, ma pâte à choux. Je peux, quand on fait des pommes dauphines, on prépare la pâte à choux, mais on fait comme ça. On met des pommes dauphines. Oui. Beignet aux pommes, beignet nature, à chacune sa recette. Pourtant aujourd'hui, c'est le beignet créole qui a la part belle. Une toute petite recette, vous avez 150 g de farine, 100 g de beurre, un quart de litre d'eau, une prise de sel, une prise de sucre roux et vous mettez l'eau à bouillir et quand ça bout, de seul coup, vous versez la farine et vous touillez jusqu'à ce que la pâte se décolle de la cuillère et du faitout. Et sans oublier les œufs, 4, et l'huile pour la friture très chaude pour une bonne cuisson. Au final, le verdict est sans appel. C'est très bon. Des beignets aux akras de morue, il n'y a qu'un faitout. Là aussi, on échange les recettes, un savoir-faire. Je ne mets pas de lait dedans pour pouvoir faire la pâte. Et là, et après, vous remuez bien votre pâte. Et quand ça devient, vous voyez comme ça, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop mou. Pour des akras pleins de saveurs, toute une préparation. Il faut la morue, les épices, du cidre, du persil, du thym, tout ce qu'il faut, de l'ail. Après avoir mietté la morue, vous mettez dans un bol et vous ajoutez la farine et toutes les épices et de l'eau. Le reste très bon, mais c'est vrai que c'est les épices qui changent, hein, parce que c'est quand même un peu plus fort que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est super bon. Au final, des recettes créoles qui ont ravi les papilles.
Et nous poursuivons notre escapade culinaire avec une montée de température, ambré, vieux. Certains le préfèrent naturel. Voici la recette du véritable petit punch avec Karen Diama. Fruits de la passion, cannelle, vanille, amandes amères, sucre, rhum blanc et un citron vous seront nécessaires pour préparer une bonne liqueur locale à base de fruits pays. La première étape, c'est de laver les maracujas, bien les laver. Ensuite, les couper en deux, récupérer la pulpe qui est à l'intérieur. Une fois la pulpe récupérée, il convient de la peser et d'y incorporer la moitié de son poids en sucre. Si ça nous fait 1 kg de maracuja, on va mettre la moitié. Quand tu as tout pesé, tu as pesé le sucre, tu mélanges le sucre et les fruits, les maracuja. Tu ajoutes le sucre, d'accord? Voilà. On a mis le sucre. Il nous faut une cuillère. On n'ajoute pas d'eau, puisque dans le maracuja, c'est déjà assez liquide. D'accord? On remue pour bien mélanger. Voilà, on remue bien. Voilà. Après, on va maintenant ajouter un petit bout de cannelle dedans. Cannelle. On met de cannelle. On met à bouillir. Et on va ajouter la peau. Normalement, le maracuja n'a pas besoin de parfum, puisqu'il a déjà son parfum. C'est le zeste d'un seul citron? Oui, un petit peu, quelques zestes, pas beaucoup, juste pour relever. Quand on parfume, il ne faut jamais mettre trop de parfum, parce que le fruit même a déjà ses parfums. Le maracuja est très parfumé. Hein. On met, c'est parce qu'ici en Guadeloupe, on aime mettre des épices dans notre punch, dans notre gâteau, dans tout ce qu'on fait. On aime bien parfumer. Donc, c'est pourquoi j'ai mis. Mais normalement, on ne met pas, puisque c'est un fruit qui est assez parfumé. 3 quarts d'heure plus tard, une fois le mélange arrivé à ébullition, place aux derniers ajustements. Maintenant qu'on est tout prêt, on ajoute un petit peu d'amandes amères et de vanille, mais juste une petite goutte pour relever un petit peu. Allez, voilà. Voilà, j'ai dit une goutte, mais il y a un petit peu trop, mais comme il y a beaucoup, c'est pas grave. Voilà. Et de la vanille aussi. Voilà. Et on va remuer avec la cuillère. Voilà. Vous voyez, ça sent le parfum. On laisse refroidir et puis après on va ajouter le rhum. Quelle quantité de rhum on ajoute? Bon, ça dépend du goût. Si on veut que ça soit très fort, on met à 50%. Si on veut que ça soit pas très fort, on met à 25%. C'est-à-dire, on prend 1 litre de sirop, on compte 1 litre de sirop et on ajoute 25% dedans, de rhum. Voilà. Avec ou sans glaçon, la liqueur pays sera la star de vos apéros. À consommer bien entendu avec modération, et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez à Capesterre et au Sainte, à Capesterre-Belle-Eau. Les coupures sont prévues chez vous demain soir à compter de 18h, avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain au parking de Leader Price, à la zone Fortil à Goyave. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 8 février. Nous l'avons vu ce soir, le 9e congrès de la CGTG qui a débuté aujourd'hui aux Abîmes et qui devrait s'achever demain. Le syndicat sous le choc des réformes entreprises par le gouvernement promet une riposte conséquente. Demain, il renouvellera sa commission exécutive pour mettre ses troupes en ordre de bataille. Et pour la première fois depuis 2006, le prix de la tonne de canne a été revalorisé. 4,52 €. C'est la conséquence d'une mobilisation du monde agricole. Certains agriculteurs qui menaçaient de cesser toute activité reprennent espoir.
Et l'Éducation nationale a fait relâche aujourd'hui pour les vacances de carnaval, non sans avoir proposé quelques beaux défilés d'enfants, à l'instar de celui de l'école de Grand-Bois à Gosier, où strass, paillettes, musique et joie étaient au rendez-vous. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47.